On peut commencer du coup? Je pense Bah qu'il y a celui dans bah, je ouais. pense que c'est bon, ouais. Vas-y. OK. Bah, bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc on va aujourd'hui parler de l'hypotension, un sujet qui nous intéresse bien, en urgence, mais aussi dans le contexte des soins intensifs et plus largement dans le contexte de l'anesthésie également. Donc le plan va être le suivant, on va parler dans un premier temps de la physiopathie de l'hypotension. C'est un peu chiant, mais bon, c'est un peu obligatoire malheureusement pour essayer de comprendre comment une hypotension peut survenir. Dans un deuxième temps, comment identifier une hypotension, puis comment trouver sa cause, pour enfin mettre en place une thérapeutique la plus adaptée qui soit pour retrouver un état de normotension. Donc on commence par la physiopathie de l'hypotension et on va commencer par quelques définitions. Donc encore une fois, c'est pas la partie la plus agréable. Je vais essayer de faire ça le plus concis possible et le plus compréhensible possible. La pression artérielle systémique, c'est en fait une grandeur qui va représenter la force qui met le sang en mouvement dans le circuit et qui va permettre du coup le flux sanguin. Cette perfusion va enfin cette pression va naturellement affecter la perfusion tissulaire et c'est une grandeur qui va varier en fonction du cycle cardiaque, donc la systole, la diastole, mais c'est surtout la pression artérielle moyenne qui va refléter davantage la perfusion des tissus. L'hypotension, elle est définie comme une diminution de la pression artérielle systémique qui va résulter en fait d'une perturbation de l'homéostasie cardiovasculaire normale. Voilà, ça suffit avec les définitions. La, pression artérielle, elle est déterminée, en fait, par certains paramètres dont la connaissance est assez indispensable pour comprendre comment à chaque fois, bah, il peut y avoir une origine différente à l'hypotension et comprendre ce qui va avec, c'est la thérapeutique la plus adéquate à mettre en place. On va représenter ici ce qu'on appelle l'arbre de vie et qui montre, en fait, la relation des déterminants de la pression artérielle entre eux. OK? Donc, la pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Le débit cardiaque, quant à lui, est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Et le volume d'éjection systolique, lui, il est dépendant de trois choses, la précharge, la contractilité et la post-charge. Donc, vous inquiétez pas, on va revenir sur ces définitions sur ces termes. Je veux juste qu'on retienne de cette slide que toute modification d'un de ces paramètres peut altérer en fait la pression artérielle moyenne. Donc on va regarder chaque déterminant un peu plus en détail maintenant. J'ai représenté ici grossièrement la pompe cardiaque, ce qui est en amont et ce qui est en aval. La croix blanche, elle représente le lieu de mesure de la pression artérielle. Donc on va commencer par ce qui est en amont de la pompe cardiaque. En amont, qu'est-ce qu'on a? On a la précharge. Alors pour rappel, la précharge, ça correspond à l'étirement du ventricule avant la contraction et c'est quelque chose qui va largement être fonction du retour veineux. OK? Alors, la diminution de la précharge, c'est une cause fréquente d'hypotension et elle peut résulter de plusieurs choses. Première chose, une hypovolémie absolue, donc une perte de liquide dans l'espace intravasculaire. C'est ce que j'ai représenté ici par les flèches blanches. OK? Donc on a une fuite de fluide. Ça peut être le cas lors d'hémorragie, d'œdème, un épanchement cavitaire ou des pertes gastro-intestinales ou urinaires. Deuxième possibilité, une hypovolémie relative, donc ce que j'ai représenté ici avec, mes petits pointillés. Donc les petits pointillés, ça représente la taille du vaisseau normal et puis, les traits pleins, ça représente la taille des vaisseaux lors d'une hypovolémie relative. OK? Donc globalement, il va y avoir une vénodilatation, les veines vont avoir une plus grande capacitance et il y aura une diminution du retour veineux. C'est typiquement ce qui se passe lors d'anaphylaxie, de SIR, sepsis ou d'atteinte sympathique aussi, quand on va avoir, bah, le système sympathique qui fonctionne un peu moins bien et du coup le tonus vagal qui va prendre un peu le lead et qui va faire que, du coup, on a cette vénodilatation. Dernière, possibilité, une obstruction au retour veineux. Ça, c'est le cas lors de syndrome dilatation-torsion de l'estomac, mais aussi de volvulus, des pneumothorax importants, des thromboses veineuses, que ce soit cave ou porte, thromboembolie pulmonaire et épanchement péricardique. Donc là, il y a suffisamment de fluide dans les vaisseaux.
les vaisseaux sont globalement de taille normale, mais il va y avoir quelque chose qui va comprimer le vaisseau. Ok. Typiquement, dans le SDTE, on a un estomac qui se dilate avec de l'air et qui va venir comprimer la veine cave caudale. Et donc, du coup, le cœur, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un manque de retour veineux. Donc, si je reviens sur ce schéma-là, on voit bien ici qu'une diminution de la précharge, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, entraîne une diminution du volume d'éjection systolique, donc du débit cardiaque, donc de la pression artérielle moyenne. Ok. On va poursuivre maintenant avec les atteintes de la fonction cardiaque. Alors, première possibilité, on a une dysfonction myocardique. On parle là d'un défaut de contractilité du muscle cardiaque. Pour rappel, la contractilité, c'est la force de contraction du ventricule. Ok. La diminution de la contractilité, eh ben, ça peut être primaire, comme quand on a une cardiomyopathie dilatée, par exemple, mais ça peut être aussi secondaire. Par exemple, quand on a une grosse acidose, une grosse alcalose, éventuellement des toxines, des médicaments ou encore des syndromes de réponse inflammatoire systémique, SIRS ou sepsis. Ok. Donc, c'est ce que j'ai voulu représenter ici avec ces petites flèches. Donc, on a un problème de contractilité et donc, du coup, on a une diminution de la quantité de sang éjectée en aval du cœur. Deuxième possibilité, les troubles de la fréquence cardiaque. Tachyarythmie, que ce soit ventriculaire, supraventriculaire, et puis les bradyarythmies aussi. Alors, il y a une petite différence. Lors de tachyarythmie, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, on peut se dire qu'on va avoir une augmentation du débit cardiaque et donc de la pression artérielle. Mais en réalité, cette hausse de la fréquence cardiaque ne donne pas le temps au cœur de se relaxer et du coup de se remplir correctement. Et donc, finalement, ça va être comme sur ce qu'on a vu avant, ça va être un problème de précharge, ça va être un problème de remplissage du cœur. Donc ça, c'est pour le cas des tachyarythmies. Pour les bradyarythmies, on va avoir une diminution de la fréquence cardiaque qui explique du coup à elle seule la diminution du débit cardiaque et du coup la diminution de la fréquence de la pression artérielle. Pardon. Dernière possibilité, insuffisance mitrale. Donc dans des cas suffisamment avancés, on va avoir une partie du volume ventriculaire gauche qui va régurgiter dans l'atrium gauche. C'est ce que j'ai représenté ici avec les petites flèches qui vont à contre-courant. Ok. Et donc là, c'est une atteinte du volume d'éjection systolique sans atteinte particulière ni de la précharge, ni de la contractilité, ni de la post-charge. Tout ça fonctionne assez bien. C'est juste que bah, du coup, c'est en amont qu'il y a un petit problème de valve et du coup, ça régurgite. Ok. Donc, si on reprend, ce qu'on a vu ici, c'est les défauts de contractilité. Donc, une diminution de la contractilité entraîne bien une diminution du volume d'éjection systolique, donc du débit cardiaque, donc de la pression artérielle moyenne. Avec la tachyarythmie, donc c'est à nouveau un problème de précharge, comme on a vu au début. Et avec les bradyarythmies, une diminution de la fréquence cardiaque, donc une diminution du débit cardiaque et donc de la pression artérielle moyenne. Petite parenthèse du coup pour les problèmes de régurgitation, lorsqu'on a des valves qui sont incompétentes. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a une diminution du volume d'éjection systolique sans réelle atteinte ni de la précharge, de la contractilité ou de la post-charge. Mais du coup, ça va retomber sur le débit cardiaque qui va diminuer et la pression artérielle moyenne. On finit avec ce qui est en aval de la pompe cardiaque, la post-charge et les résistances vasculaires systémiques. Alors, petit point sur les définitions, car ce sont souvent des notions qui sont confondues. La post-charge, c'est la force que le ventricule gauche, qui est ici, doit surmonter pour éjecter le sang, pour éjecter le sang dans l'aorte pendant la systole. Alors, quelle est cette force que le ventricule doit surmonter? Eh bien, c'est principalement la pression artérielle qui règne dans l'aorte et les grandes artères. Et puis, bah, des fois, on peut avoir aussi sur des malformations, on peut avoir des sténoses aortiques. Et donc tout ça, ça favorise à l'augmentation de la post-charge. Et du coup, on va avoir une force qui doit être développée par le ventricule gauche qui doit être plus importante. OK? Donc, ce qui se passe enfin, pour la post-charge, ça se passe ici, OK? Dans l'aorte et les grandes artères. Pour les résistances vasculaires systémiques,
C'est une grandeur en fait qui va représenter la résistance totale que le sang va rencontrer lorsqu'il circule à travers le système systémique et donc c'est la résistance qu'il y a à travers toutes les artères, les artérioles, donc ce qui se passe alors je sais pas si hop ça donc ce qui se passe ici et puis ici. La résistance également au niveau capillaire, donc ce qui se passe ici, les vénules et les veines, donc ici et ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différent de la post-charge. Ces résistances vasculaires systémiques, elles sont surtout dépendantes du diamètre des vaisseaux, donc de la vasoconstriction, de la vasodilatation et aussi un petit peu de la viscosité du sang. Alors, lorsqu'on a une diminution des résistances vasculaires systémiques, c'est-à-dire qu'on a une vasodilatation, c'est ce qu'on retrouve en cas d'anaphylaxie, de SIRS, sepsis, où on va avoir justement des médiateurs vasoactifs qui vont être libérés, ou ce que je disais aussi lors d'atteintes sympathiques, où on a par exemple des lésions cérébrales ou médulaires qui vont faire que le tonus sympathique va être moindre et c'est le tonus vagal qui va être prépondérant. Eh ben, on va avoir une diminution de la pression artérielle systémique. OK? C'est ce que j'ai représenté ici avec la vasodilatation. Donc pareil, avec les pointillés qui représentent la taille normale du vaisseau et les traits pleins qui représentent la taille en vasodilatation. OK. Petite remarque, quand on a une vasodilatation comme ça, la post-charge va diminuer. Il y a en effet moins de résistance à l'éjection du sang hors du ventricule. Et donc, on pourrait se dire que bah, s'il y a moins de résistance, du coup, le ventricule gauche peut envoyer davantage de sang dans le circuit, et du coup, ça peut augmenter le débit cardiaque et donc la pression artérielle. Mais en réalité, en fait, la diminution des résistances vasculaires systémiques est le facteur en fait prépondérant. Et la petite augmentation qu'on pourrait avoir avec le débit cardiaque n'est pas suffisante à empêcher la baisse de pression artérielle. OK? Donc si on revient ici, la baisse des résistances vasculaires systémiques entraîne bien une diminution de la pression artérielle moyenne. Ce qu'on a dit, c'est que ça diminuait la post-charge, donc ça peut augmenter un petit peu le volume d'éjection systolique, donc le débit cardiaque et donc un tout petit peu la pression artérielle, mais c'est bien ce paramètre-là qui est prépondérant. OK? Alors on a passé la partie un petit peu compliquée, mais c'est vraiment fondateur pour la suite. La chose suivante, c'est d'identifier l'hypotension. Comment on fait? La première chose, c'est de la suspecter. Donc ça se fait par l'examen clinique et l'évaluation des 6 paramètres de perfusion. L'état mental, la couleur des membranes, enfin la couleur des muqueuses, le temps de remplissage capillaire, la fréquence cardiaque, la qualité des poux périphériques et la température aux extrémités. OK? Donc ça permet largement de suspecter une diminution de la perfusion tissulaire et donc une diminution de la pression artérielle. Attention, la fiabilité de ces paramètres est bien sûr limitée du fait de plusieurs facteurs confondants. Le stress, ça peut faire modifier aussi ces paramètres-là, la douleur, des affections concomitantes, donc ce n'est pas pathognomonique. Alors comment ces paramètres évoluent? On va, observer au niveau de l'état mental une diminution, d'abord de l'abattement, puis une hypovigilance, puis voilà, un patient allant de la stupeur au coma. La couleur des muqueuses va, en dehors du cas particulier de la phase hyperdynamique du choc distributif, donc ça, c'est quand on a une vasodilatation, par exemple en cas d'anaphylaxie, où on va avoir du coup, du fait de la vasodilatation, des muqueuses qui vont être hyperémiées. En dehors de ça, on va avoir plutôt des muqueuses qui vont tendance à pâlir. Le temps de remplissage capillaire, pareil, quand on a une grosse vasodilatation, si vous appuyez sur vos muqueuses, vous allez chasser le sang, mais comme c'est très dilaté, le sang va revenir très vite. Donc on va avoir un TRC hyperdynamique qui va faire moins de 1 seconde. À l'inverse, quand on va avoir la progression de l'hypotension, on va avoir plutôt un rallongement de ce temps de remplissage capillaire. La fréquence cardiaque, plutôt augmenter dans un premier temps, chez le chien en tout cas, et diminuer sur les phases tardives. Chez le chat, attention, souvent quand on les a, ils sont plutôt en bradycardie et donc ça, il n'y a pas forcément d'explication, mais c'est quelque chose qui est observé très couramment chez le chat.
La qualité du pouls, plutôt bondissant quand on est dans notre phase hyperdynamique du choc distributif et plutôt, il va plutôt avoir tendance à faiblir dans une fois qu'on a passé cette phase hyperdynamique dans le cas du choc distributif ou alors sur un autre type de choc et donc on va avoir des pouls qui sont plutôt faibles, et éventuellement, pas palpables. La température aux extrémités qui va avoir tendance à diminuer elle aussi. Alors maintenant, comment on pose le diagnostic d'une hypotension? On l'a suspecté avec l'examen clinique. Maintenant, il faut poser le diagnostic. Donc, par définition, on établit un diagnostic d'hypotension lorsqu'on va avoir une pression artérielle inférieure aux valeurs de référence. Pour la pression artérielle moyenne, le cutoff, c'est à 80 millimètres de mercure, mais il faut savoir que souvent, on ne va pas avoir de problème de perfusion avant 60-65 millimètres de mercure. Mais bon 80 millimètres de mercure, on est déjà dans une définition d'hypotension quand on parle de la pression artérielle moyenne. Si jamais on a des valeurs de pression artérielle moyenne qui ne sont pas disponibles, par exemple, quand on n'a qu'un Doppler, c'est plutôt la pression artérielle systolique pardon, qui va être, disponible et donc là, on dit qu'une valeur de pression artérielle systolique inférieure à 90-100 millimètres de mercure peut également être considérée comme reflétant une hypotension. Comment on fait concrètement pour mesurer en pratique la pression artérielle et donc arriver au diagnostic d'hypotension? Alors il y a des techniques, différentes. D'abord les techniques directes qui vont permettre la mesure de la pression artérielle. Donc quel matériel on a? On utilise un cathéter artériel qu'on va mettre dans l'artère dorsale du pied ou dans l'artère fémorale et on utilise un transducteur de pression. Les avantages, c'est que c'est la méthode la plus précise et qu'on va avoir une mesure en continu des pressions artérielles systoliques, diastoliques et moyennes avec un affichage de l'onde sous forme d'onde en fait artérielle sur un moniteur. Les inconvénients, c'est qu'il va falloir un accès artériel qui va être parfois difficile et dans tous les cas invasif. On peut avoir des complications liées au cathéter. C'est quelque chose qui est moins couramment utilisé chez le chat, justement à cause du risque de thrombose et c'est quelque chose qui est plus coûteux. On poursuit avec les mesures indirectes et donc là, on a 2 possibilités. Première possibilité, la sphygmomanométrie, OK, oscillométrique. C'est le cas du PET-MAP, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça et donc là, on va utiliser un brassard que l'on doit choisir de façon à ce que la largeur fasse 40 de la circonférence du membre utilisé ou de la queue. OK. Où est-ce qu'on place le brassard? Bah, soit sur le bras, soit sur le pied, soit sur la base de la queue. OK et donc ça ressemble à ça. Donc on a le petit brassard et le petit sphygmomanomètre oscillométrique qui est relié à une petite pompe. On va gonfler le brassard à l'aide du manomètre, en tout cas de la pompe du manomètre et c'est lui qui va faire le reste, qui va nous donner les 3 mesures, la pression artérielle systolique, diastolique et moyenne. Le but, c'est de faire 3 mesures et de faire la moyenne pour approcher, de plus près la vérité. Hem Les avantages, c'est que voilà, donc c'est que ça mesure c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça mesure vraiment la pression artérielle systolique, diastolique et moyenne. C'est que c'est automatisé, donc c'est lui qui fait le reste et il n'y a pas besoin de manipuler le patient. Donc une fois que le brassard est en place, le patient n'a pas besoin de bouger. Inconvénient, la précision va être affectée si on choisit une mauvaise taille de brassard et c'est quelque chose qui va être assez peu sensible chez les petits patients ou alors sur des patients en hypotension, ce qui est du coup problématique pour nous dans le cadre de l'hypotension. Dernière possibilité, l'ultrasonographie Doppler. De la même façon, on va utiliser un brassard qu'on va choisir de façon à ce que la largeur fasse 40 de la circonférence du membre ou de la queue, un manomètre et un appareil Doppler. L'avantage, c'est que c'est une méthode qui est sensible pour les petits patients ou sur des patients en hypotension, ce qui est très intéressant pour nous ici. C'est disponible dans la plupart des établissements vétérinaires. La mesure, elle est assez enfin elle ne mesure
qu'une mesure, enfin, ça ne mesure qu'une pression artérielle. Alors, c'est plutôt la pression artérielle systolique, quoique il y a des études récentes qui montrent que chez le chat, ça mesurait plutôt la pression artérielle moyenne. Attention, la précision, elle est affectée à nouveau par la taille du brassard si elle est inadaptée. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à mesurer avec un Doppler, mais c'est sûr que ça demande un petit peu de manipulation qui peut induire du stress chez le patient. Et ça, c'est problématique parce que ça peut affecter la mesure. Alors, où est-ce qu'on mesure avec un Doppler? Les artères souvent utilisées pour la mesure de pression artérielle sont l'artère digitale palmaire au-dessus du coussinet métacarpien ici, l'artère plantaire médiale au-dessus du coussinet métatarsien ici, ou alors l'artère coccygène sur la face ventrale de la base de la queue ici. OK? Donc, comment on fait en pratique? Le brassard, il est placé en amont du site de mesure, il est connecté à un manomètre. La sonde Doppler, hop là, donc on la voit, ah si elle est là, ici, elle est placée sur le site de mesure, donc sur les sites que j'ai cités. Et en fait, quand vous allez allumer votre Doppler, vous allez entendre le pouls. Donc ça va faire un petit psh, psh, psh. On va ensuite gonfler le brassard à l'aide de la pompe du manomètre. Puisque on gonfle le brassard, on va plus entendre le bruit du pouls, puisque l'artère va être comprimée. Et on va, à l'aide d'un petit bouton qui est placé en arrière du manomètre, relâcher la pression. On va voir que l'aiguille sur l'écran du manomètre va bouger et va descendre. Dès lors qu'on va réentendre ce bruit psh, psh de pouls, on va lire la pression qui est affichée sur le manomètre. Et donc, ça va nous donner soit la pression artérielle systolique chez le chien et plutôt la pression artérielle moyenne chez le chat. OK. Donc, à partir de maintenant, on a suspecté et même identifié en diagnostiquant notre hypotension. Maintenant, il va falloir essayer de trouver la cause de cette hypotension. Alors, comme on l'a vu, la cause d'hypotension peut être de toute nature. OK? On peut avoir des atteintes de la précharge, on peut avoir des atteintes de la contractilité, des résistances vasculaires systémiques. Donc finalement, la recherche de la cause peut être assez vaste. Ça peut aller vraiment du tout au tout. Donc on va d'abord mettre l'emphase sur le diagnostic au chevet du patient jusqu'à ce qu'il soit suffisamment stable pour un bilan un petit peu plus étendu. OK? Donc on peut avoir vraiment, je vous dis, hein, ça peut aller du tout au tout, on peut avoir besoin d'une analyse sanguine complète, hématologie, avec frottis sanguin, biochimie, ionogramme, gaz du sang, un bilan de coax si on est sur un cas d'hémorragie. Ensuite, au niveau imagerie, c'est sûr qu'on va préférer tout ce qui est échographie POCUS au chevet du patient dans un premier temps, mais on peut avoir besoin d'aller un petit peu plus loin avec des radiographies thoraciques, abdominales, une échographie abdominale complète. Et puis après, pour l'évaluation cardiaque, puisqu'on a dit qu'il pouvait y avoir des problèmes de régurgitation ou alors des problèmes de contractilité, ça va passer par l'échocardiographie et l'électrocardiogramme plutôt pour les tachyarrhythmies, les bradyarrhythmies. OK? Donc vraiment là, on peut pas tout ça, ça peut être nécessaire, on n'est pas obligé de faire tout, mais c'est vraiment en fonction du patient. Petit point que je voulais aborder, parmi les causes, on avait parlé d'hypovolémie et c'est pour ça que je voulais parler de cette étude de 2018 qui propose une méthode non invasive d'évaluation de la volémie au chevet du patient. OK? Donc l'hypovolémie, on avait dit déficit de précharge et donc du coup, c'est ça qui fait diminuer la pression artérielle. Comment je sais, moi, quand je vois mon patient, qu'il y a une diminution de la volémie? OK? C'est quelque chose qui obsède beaucoup dans les études et donc il y a cette étude de 2018 qui a essayé de mettre en place une méthode non invasive et donc c'est la mesure du rapport diamètre veine cave caudale sur le diamètre de l'aorte. OK? Donc cette étude, elle rapporte qu'en fait, dès lors qu'on va perdre du sang, donc ils disent à partir de 6 millilitres par kilo, on va voir une modification de ce rapport, une diminution de ce rapport veine cave caudale sur aorte. Comment ils ont fait en pratique? Eux, c'était sur des donneurs de sang, donc ils ont prélevé du sang et ils ont fait leurs mesures après le prélèvement. Comment on fait ça? On utilise une sonde convexe de 5 à 8 mégahertz. On applique de l'alcool en regard du rein gauche et on va
essayer d'avoir une vue sagittale du rein gauche sur la fenêtre splénorénale de la procédure AFAST. Donc dans les échographies POCUS, il y a cette procédure AFAST qu'on connaît bien et donc c'est la vue sagittale du rein qui nous intéresse. OK? La sonde va être ensuite déplacée caudalement et dorsalement et donc là, ça va permettre d'identifier l'aorte et la veine cave. Comment on reconnaît ces vaisseaux? Du fait de la localisation, du fait du caractère pulsatile de l'aorte et du fait de la capacité de la veine cave à se collaber quand vous allez appuyer avec votre sonde. Enfin, on tourne de 90° la sonde pour obtenir cette vue-là, donc une vue transversale des deux vaisseaux, donc avec ici l'aorte et ici la veine cave. On va mesurer par vaisseau de diamètre, donc perpendiculaire, et on va faire le rapport donc du diamètre veine cave caudale sur le diamètre de l'aorte. Il faut savoir que le rapport normal est, dans cette étude, situé entre 0,93 et 1,32. Un rapport inférieur à 0,93 peut suggérer qu'il y a une hypovolémie, et plus le rapport est bas, plus l'hypovolémie est importante, alors qu'un rapport qui est au-dessus de 1,32, lui, va suggérer une hypervolémie, et donc, pareil, plus ce rapport est élevé, plus l'hypervolémie va être susceptible d'être importante. OK? Donc ça, c'est un outil qu'on a en plus et qu'on peut vraiment faire au chevet du patient. Une fois qu'on a trouvé la cause de l'hypotension, on va essayer de la résoudre. OK? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant d'un point de vue thérapeutique? Première chose, il faut garder en tête que ce qu'on veut, c'est la résolution de la cause sous-jacente. Par exemple, si un SDTE, il va être en hypotension puisqu'on a dit qu'il y avait une obstruction au retour veineux, donc c'est bien beau, on va essayer de lui mettre des fluides, pour essayer de forcer un petit peu ce retour veineux, mais ça ne va pas suffire. On va essayer de résoudre la cause initiale. Donc ça vaut pour toutes les causes d'hypotension. Donc cela étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, premier réflexe à avoir, c'est la diminution de l'administration, la suppression ou même la réversion de médicaments qui peuvent être à l'origine de l'hypotension et ça vaut dans le cadre de l'anesthésie. Par exemple, si vous avez blindé votre chien d'Exmédeto, bon, bah, c'est une drogue qui cause une hypotension, donc et qu'on peut réverser, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Pareil, si vous avez de, hem, de un une anesthésie volatile, vous pouvez facilement baisser votre anesthésie volatile pour essayer de réduire l'hypotension. Donc il faut vraiment penser à ce que vous donnez à votre patient, savoir si vous pouvez le diminuer, si vous pouvez le supprimer ou si vous pouvez le réverser. Ça, c'est très important. La fluidothérapie. Alors, situation où on ne doit surtout pas l'utiliser. Bien entendu, les atteintes primaires de la fonction cardiaque. OK? Ça, c'est hors de question. Pourquoi? Le cœur, il a déjà du mal à traiter le volume qu'on lui donne. Donc, c'est vraiment pas la bonne idée que de lui donner plus de volume à traiter. OK? C'est là-dessus qu'on va avoir, développement d'un œdème cardiogénique. Donc surtout pas. Par contre, toute autre situation d'hypotension peut initialement bénéficier d'une, administration intraveineuse de fluide pour corriger une hypovolémie, qu'elle soit absolue ou relative. L'idée derrière ça, c'est d'augmenter la précharge et de rétablir la perfusion tissulaire, pardon. C'est ce que vous faites quand vous avez un SDTE. Du fait de la compression de la veine cave, on a du coup un manque de retour veineux et vous allez forcer ce retour veineux avec vos fluides. Petit point que je voulais aborder. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un test de remplissage vasculaire, on fait un bolus et puis on voit ce qui se passe. OK? Problème, si le bolus, eh ben, c'est trop de fluide pour le patient, eh ben, on n'a pas vraiment d'échappatoire. On ne va pas pouvoir lui reprendre ses fluides. Et vous vous souvenez de ce que notre ami du 16e Paracels a dit: «Tout est poison et rien n'est sans poison. La dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison». Et donc, ça, appliqué au fluide, ça veut bien dire que un remplissage qui soit insuffisant, mais aussi s'il est excessif, on pense au bolus, peut être délétère pour le patient et entraîner une mortalité accrue.
OK. L'optimisation du remplissage vasculaire, c'est quelque chose qui obsède dans les études, là aussi, et c'est un objectif primordial en service de soins intensifs. Donc on essaye de plus en plus de faire attention à ce qu'on donne, même si ce n'est que des fluides, OK? Encore une fois, les fluides, c'est un médicament, donc pensez à ce que vous donnez et pensez à la dose que vous apportez. Dans cette, optique, on utilise depuis longtemps en médecine humaine un test qu'on appelle le test de levée de jambe passif qui alors l'idée de ce test, c'est en fait, c'est que le lever de jambe permet de mobiliser un volume sanguin dans les, qui est dans les membres pelviens et ça va en fait simuler un test de remplissage puisque ça va augmenter le retour veineux. OK? Le but, c'est de faire ce petit test et de voir la répercussion hémodynamique sur le patient et voir si, en effet, un bolus pourrait être quelque chose de bénéfique pour ce patient-là. OK? On a on a on a ce test, une version, modifiée de ce test qui a été décrite l'année dernière, en 2023, dans cette étude et donc je vous laisserai aller voir et donc c'est pareil. Alors la différence par rapport aux humains où on lève juste les jambes, c'est on va lever aussi le bas du tronc parce que, bah, chez les chiens, on a un volume sanguin qui est trop faible, dans les membres pelviens et donc ça ne simule pas suffisamment un bolus. OK? Mais donc du coup, l'idée, c'est de faire ce test-là, de voir si le patient peut bénéficier d'un apport de fluide et de faire les fluides que dans un deuxième temps. OK? Donc ça, c'est vraiment le must. Après, dans la pratique, voilà, ce qu'on fait, c'est toujours le test de remplissage pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, après, à vous de voir ce que vous voulez faire et de comment vous voulez améliorer votre pratique. Mais voilà, je sais que c'est encore quelque chose qui est fait très souvent. Quel fluide on utilise? Les cristalloïdes isotoniques équilibrés, tout ce qui est Plasma-Light A, Normosol R, Ringer Lactate, sont les fluides qui vont généralement être utilisés en première intention. Le NaCl 0,9 ça peut être une bonne idée, mais c'est souvent à l'origine d'acidose métabolique hyperchlorémique et de lésions rénales. Donc ça, il y a des études qui sont menées et chez l'homme et chez les animaux qui montrent que c'est, vraiment pas le 1er choix à avoir. Combien? On va faire un bolus de 10 à 20 ml par kilo chez le chien, 5 à 10 ml chez le chat, sur 15 à 30 minutes. Donc ça, c'est le temps qui est donné dans le Silverstein. En pratique, 30 minutes, c'est un peu long. On fait 15 à 20 minutes. Après quoi, on réévalue les signes cliniques et paracliniques, donc nos signes de perfusion tissulaire qu'on avait vu un petit peu plus tôt dans la présentation. Paraclinique, ça peut être éventuellement l'évaluation des lactates pour voir un petit peu la réponse au traitement. S'il n'y a pas de normalisation de la perfusion, on peut faire d'autres bolus qui vont être administrés et titrés toujours en fonction de la réponse clinique du patient et on peut aller jusqu'à une dose maximale de 60 à 90 ml par kilo chez le chien, 45 à 60 chez le chat. Ça correspond en fait au volume sanguin total du patient. C'est très rarement des volumes, enfin, c'est très rarement nécessaire d'aller jusqu'à ces doses-là. Donc vraiment, si vous devez aller à ces doses-là, essayez de réfléchir et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous a échappé. Des cristalloïdes hypertoniques, type NaCl 7,5 par exemple, peuvent être utilisés dans le cadre d'une réanimation à faible volume pour être encore plus rapide. Typiquement, vous avez un dog allemand qui est en train de mourir devant vous, vous suspectez une hypotension, plutôt que bah, de mettre des fluides, des cristalloïdes isotoniques équilibrés, ça va faire enfin, 10 à 20 ml kg pour un dog, ça va être énorme. Donc le temps que le bolus passe, voilà, vous pouvez aussi bien faire un bolus de cristalloïdes hypertonique, vous allez avoir moins de volume à administrer, donc ça va être plus rapide et ça va mobiliser en fait les fluides du patient. Donc attention par contre à l'état d'hydratation du patient puisque c'est ces réserves hydriques qui vont être mobilisées. Attention également à l'hypernatrémie, il n'y a pas de secret, quand on donne du sodium, on peut avoir une hypernatrémie. Et donc le bolus type, c'est 3 à 5 ml par kilo sur 10 à 20 minutes.
L'utilisation des colloïdes est possible, mais reste sujette à controverse du fait d'effets secondaires sur la fonction rénale et sur la coagulation. Donc, attention, ce n'est généralement pas recommandé en première attention et on préconise la plus grande précaution quant à leur utilisation du fait des effets secondaires, donc fonction rénale, coagulation. Je vous ai remis ici le bolus. Quand on a un choc hypovolimique dû à une hémorragie majeure, on peut corriger la volémie par des produits sanguins, OK? Sang entier, concentré globulaire, plasma frais congelé. Là, je vous renvoie vers la conférence sur la transfusion qui a été faite précédemment, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Typiquement, vous avez un patient qui arrive, un trauma, un polytrauma. Il y a une grosse artère qui est touchée, il y a beaucoup de sang qui est perdu. Bon, bah, on peut directement, transfuser avec du sang. OK? Donc on fait attention au groupage et cetera, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé. Les patients qui, vont présenter une diminution des résistances vasculaires systémiques du fait d'une vasodilatation, typiquement ce qu'on a dit en cas d'anaphylaxie, ben, ils peuvent, eux, bénéficier de l'administration d'un agent vasopresseur puisque la problématique, c'est la vasodilatation. Donc pourquoi pas mettre un agent vasopresseur? Je vous remets ici ce qu'on a vu précédemment sur notamment le cas particulier de la phase hyperdynamique du choc distributif. OK? Donc, quand on a une grosse vasodilatation, la différence, c'est qu'on va avoir des muqueuses hyperémiées, un temps de remplissage capillaire hyperdynamique, donc qui va être plutôt rapide, et un pouls qui est plutôt bondissant. C'est important de reconnaître ces signes, puisque là, vous allez vous dire: «Oui, il y a eu potentiellement une anaphylaxie, il faut éventuellement passer avec un agent, vasopresseur». OK? Attention, ça, c'est la phase initiale, mais comme tous les types de chocs, ça va passer par les autres étapes et du coup, on va plus pouvoir distinguer ce type de choc distributif avec une vasodilatation des autres types des autres types de chocs et du coup, on va pas pouvoir la distinguer des autres causes d'hypotension et ça, il va falloir ensuite utiliser le contexte anamnestico-clinique qu'on va vous donner, savoir si le patient a pu être exposé à quelque chose qui fait qu'il y a une anaphylaxie, savoir s'il y a un sepsis qui est possible pour orienter un petit peu la décision d'utiliser les agents vasopresseurs. Donc il existe différents, agents vasopresseurs. Vous en connaissez au moins les noms. Hem, la noradrénaline, donc qui est nommée norépinéphrine, chez nos amis anglo-saxons. La dopamine, la dobutamine et en fait, ils vont avoir des effets hémodynamiques plutôt variables, selon la molécule, mais aussi parfois en fonction de la dose utilisée. C'est le cas de la dopamine et donc là, vous voyez, il y a la petite astérisque là qui est là et qui explique que selon la dose qu'on va utiliser, on va avoir des effets hémodynamiques différents. OK? La recommandation chez l'homme actuellement, c'est d'utiliser, alors dans le cadre du sepsis, parce que c'est souvent l'objet d'études, d'utiliser en premier lieu la noradrénaline, OK? Et éventuellement, dans un deuxième temps, l'ajout de vasopressine au besoin. Alors, il est à noter qu'en France, c'est parfois difficile et coûteux pour les vétérinaires d'avoir des vasopresseurs et donc dans ce contexte, la littérature laisse suggérer éventuellement les bénéfices d'une petite dose dexmédetomidine en perfusion continue. Attention, on n'oublie pas, la dexmédetomidine, ça fait bien une vasoconstriction. Donc du coup, ça va resserrer enfin, je veux dire, ça va remettre les vaisseaux à un diamètre normal, eux qui étaient en vasodilatation, mais ça cause aussi une bradycardie et donc c'est un petit effet contre-productif, mais a priori, dans les études, on voit que l'effet global, c'est quand même une augmentation de la pression artérielle. OK. Je vous ai remis ici les doses couramment utilisées pour les vasopresseurs, y compris la dexmédetomidine. Les inotropes, donc dans des cas documentés par échocardio ou alors fortement suspectés sur la base du tableau clinique de dysfonction myocardique et là, quelle qu'en soit la cause, on va pouvoir utiliser un inotrope, OK? Un inotrope positif. L'agent qui est utilisé le plus souvent, c'est un agoniste bêta-adrénergique qui est la dobutamine, OK? Il y a de plus en plus aussi d'études sur l'utilisation en urgence du pimobandane,
Donc voilà, les seuls inconvénients de l'utilisation d'inotropes positifs, ça va être l'augmentation de la demande en oxygène du myocarde et donc un risque de survenue d'arythmie secondaire à ça. Donc bien faire attention à tous les paramètres quand vous utilisez ce médicament. En cas d'arythmie, que ce soit bradyarythmie ou tachyarythmie et qui ont des répercussions sur l'hémodynamie du patient, alors on va utiliser un traitement antiarythmique. Là, le choix va dépendre de la nature de l'arythmie. Je ne vais pas vous faire un cours sur les arythmies, parce que c'est tout un sujet, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence ultérieure. Et donc là, je vous ai remis les doses, mais en fonction de si c'est une bradyarythmie, une tachyarythmie, si c'est supraventriculaire, si c'est ventriculaire, on va utiliser différentes molécules, dont voici les principales. L'emploi d'agents anticholinergiques, atropine, glycopyrrolate, peut également être envisagé lors de bradycardie inquiétante et non résolue autrement, qui va être à l'origine de l'hypotension. C'est super important avant d'exclure les situations où la bradycardie est un réflexe dû à l'augmentation de la pression artérielle, par exemple lors justement d'emploi d'alpha-2 agonistes. Par exemple, si vous avez de la dexmédeto, vous allez avoir une vasoconstriction, donc une augmentation de la pression artérielle, et la bradycardie, elle est seulement réflexe. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre dans ce contexte-là un anticholinergique. Donc, vraiment, il faut identifier les situations réflexes et voir s'il n'y a pas autre chose à faire avant. Parce que là, on cache un petit peu juste la misère. Dernière chose, les corticostéroïdes. Alors, surtout pas à tout va, mais juste pour votre parfaite information, en 2008, on a défini une nouvelle entité qui est l'insuffisance corticostéroïde liée à une maladie grave qu'on appelle CIRSI et qui est définie en fait comme une activité corticostéroïde cellulaire inadéquate par rapport à la gravité de la maladie. Ça va être secondaire à une insuffisance surrénalienne du fait de la maladie grave ou à une résistance des tissus aux corticoïdes. OK? Alors les mécanismes sont plutôt complexes et encore mal compris et ce qui est le plus souvent rapporté dans ces cas-là, c'est une hypotension qui va être réfractaire et aux fluides et aux vasopresseurs. OK? Donc aucune recommandation ni sur le diagnostic du CIRSI en médecine vétérinaire, ni sur le traitement, donc aucune recommandation. En médecine humaine, ce qu'ils essayent de faire, c'est des petites doses d'hydrocortisone. Encore une fois, c'est dans le cadre des chocs septiques, dans les cas des chocs septiques qui ne répondent ni aux fluides, ni à des grosses doses de vasopresseurs. OK? Et dans la littérature vétérinaire, on rapporte aussi l'utilisation d'hydrocortisone, mais encore une fois, ce n'est pas une recommandation. Les messages importants à emmener avec soi, c'est évidemment indispensable de connaître la physiopathe de la pression artérielle. Sinon, on ne sait évidemment pas où ça peut dysfonctionner, on ne sait pas quoi chercher. Pour suspecter et diagnostiquer l'hypotension, il faut bien évidemment regarder son patient. Donc, pour regarder, on avait parlé, l'examen clinique pour suspecter une hypotension et bien sûr mesurer des pressions artérielles. C'est pas possible de dire qu'un patient est hypotendu si on n'a pas de mesure derrière. Quand on traite souvent initialement avec des fluides. Et d'abord, on y va doucement et on regarde la réponse à l'administration de fluides. Et si ça ne marche pas, on ne s'excite pas sur les fluides. Il y a d'autres stratégies qui peuvent ou doivent être mises en place selon la cause de l'hypotension. Donc, il faut savoir aussi changer de stratégie. Il n'y a pas que les fluides. Et on n'oublie pas qu'on vise avant tout la résolution de la cause sous-jacente. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions associées à ça. Merci Boris. Bah, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Peut-être check le chat, il y a peut-être des questions dans le chat. Ouais, je vais regarder. Moi, bonjour Boris, j'avais des questions. C'est moi qui ai écrit une question d'ailleurs dans le chat. Attends, je regarde le chat. Alors, je suis désolée, ma machine à laver est en cours. J'espère que vous l'entendez pas trop. Hématocrit. Je vais mettre dehors. Ah merde. J'ai pas la question. Le dernier. J'avais demandé pour l'hématocrit concernant ton hypovolémie. Tu disais que tu faisais le rapport veine cave caudale sur aorte, mais ton hématocrit, c'est
c'est que c'est pas assez précis. C'est pour ça qu'ils ont voulu formaliser avec cette mesure-là. Qu'est-ce que donc la volémie, donc c'est la quantité de fluide qui circule dans le système vasculaire. C'est quoi l'idée de la Je pense volémie? que tu confonds avec déshydratation, Barbara. Ah oui, Est-ce merde. Parce Autant que pour si, moi. alors Ouais, ok. l'hématocrit va être, donc je reviens sur cette diapo. Je sais que c'est difficile de faire quelque chose d'intéressant et en même temps de détailler pour tous les cas parce que, en effet, les cas sont multiples. Par exemple, si on a comment dire, une hémorragie, bah Mhm. là, on peut avoir une hypovolémie, en effet, et donc là, on peut avoir une modification de l'hématocrit. Est-ce que c'est ça que tu entends ou pas?